Comment créer sa marque 100% en ligne en partant de zéro? C'est moi-même la question que je me suis posée avant de me lancer, puisqu'au départ je faisais de l'achat-revente de produits et ensuite je me suis lancée dans la marque. Alors qu'est-ce qu'on entend déjà par marque? C'est d'abord une conception unique. Un design unique, des propriétés, des fonctionnalités uniques. Et au-delà de ça, ça va être l'univers de votre marque, les valeurs que porte votre marque, la communauté qui grandit autour d'elle. On ne peut pas réduire une marque à un packaging par exemple. Si tu ne me connais pas, je suis Nathalie Delot, spécialiste e-commerce et Pinterest. J'aide les entrepreneurs à booster leur vente en ligne. Chaque semaine, je te propose une nouvelle vidéo où je te partage mes astuces, mon expérience. Et si tu es déjà dans les starting blocks pour créer ta marque, je te propose de télécharger mon guide PDF où tu retrouveras les 21 étapes dont je vais te parler dans cette vidéo. 21 étapes pour créer ta marque de A à Z sans perdre de temps. Le lien est juste en dessous dans la description. Alors le premier point, si ce n'est pas déjà fait, c'est de savoir quel produit vous allez vendre. Si vous n'en avez absolument aucune idée, déjà commencez par vos affinités, par ce que vous aimez. Listez par exemple 5 sujets que vous appréciez et sur lesquels vous aimez discuter, échanger. Et pour chacun de ces domaines, vous listez 5 problèmes pour chacun d'eux. 5 problèmes sous chaque sujet. Faites une liste. Deuxième point, une fois que vous avez fait ça, vous allez lister cette fois les solutions aux problèmes que vous avez notés sur ces 5 sujets, ces 5 thématiques. Donc listez les solutions. Alors solutions qui vous paraissent évidentes et solutions pas forcément évidentes. Troisième point, regardez en quoi vous arrivez à trouver des solutions qui ne sont pas déjà présentes sur le marché. Et regardez quelles sont vos ressources pour résoudre ces problèmes-là. Ensuite, quatrième étape, demandez-vous s'il y a un marché pour votre produit. Est-ce qu'il y a de la demande? Est-ce qu'il y a de la concurrence? Par exemple, ce que vous pouvez faire à cette étape-là, c'est de taper sur Google par rapport à ce marché, évolution de marché de, secteur de, évolution, proportion, etc. Essayez d'obtenir des chiffres concrets et voir la profitabilité vraiment de ce secteur, voire de cette niche, peut-être une micro-niche sur laquelle vous êtes déjà parti. Généralement, vous allez trouver des études de marché sur le secteur que vous visez. Donc ça sera peut-être le secteur plus large que ce que vous visez vous, mais ça va au moins vous donner une idée de l'évolution, du chiffre d'affaires généré mondialement, peut-être en France si vous vous adressez au marché français ou un autre type de marché, et déjà commencer à réfléchir à l'endroit, à la géographie sur laquelle vous allez partir. Est-ce que vous vous adressez au marché francophone, au marché anglophone, un marché hispanophone, etc. À cette étape-là, vous récoltez un maximum de données et puis surtout, s'il s'agit de votre première création de marque, n'essayez absolument pas de réinventer la roue. Prenez déjà un secteur qui fonctionne bien, c'est beaucoup mieux parce que voilà, plus il y a de concurrence en général, il ne faut pas être effrayé de la concurrence. Eh bien, c'est parce que le gâteau est aussi beaucoup plus large. Quand il y a de la concurrence, je prends par exemple le marché de la beauté, il y a énormément de concurrence dans le marché de la beauté, des cosmétiques, mais il faut dire que eh bien, la part de marché est très grande. Alors certes, maintenant, il faut se distinguer, etc. C'est une autre histoire, mais voilà un marché par exemple qui fonctionne bien. Cinquième étape, demandez-vous, est-ce que mon produit est viable pour le e-commerce? Alors c'est quoi un produit viable pour le e-commerce? C'est déjà un produit qui est transportable, qu'on peut envoyer facilement. Donc généralement, ce qu'on va privilégier, c'est des produits plutôt légers parce que sur des produits lourds, on va avoir des frais de port qui sont conséquents et parfois ça va justement entamer notre marge, c'est-à-dire notre profitabilité. Essayez d'éviter les objets fragiles aussi, tout ce qui casse, le verre, c'est vrai que ça peut être tentant, mais au moment d'emballer ces produits, il faut vraiment faire très attention. Faites attention aussi aux normes, parfois il y a des normes très exigeantes dans certains secteurs, je pense justement à la cosmétique, l'électronique aussi, des normes CE, etc. Donc faites attention à ces aspects-là, ça devrait déjà commencer à vous permettre d'arriver à un produit qui peut être viable en e-commerce et qui mérite d'être testé. Sixième étape, à qui s'adresse ce produit ou ce service? Ça peut être aussi un service
que vous allez mettre en place. Pour le savoir, la première étape, c'est déjà de parler autour de vous de ce produit et si possible des personnes qui sont dans la cible idéale de votre produit, celle à laquelle vous pensez en premier. Donc prenez 10 personnes autour de vous et demandez-leur ce qu'elles pensent de cette idée, de ce type de produit, mais aussi quel prix est-ce qu'elles seraient prêtes à mettre pour ce produit-là. Et demandez-leur surtout si elles achèteraient ce produit-là. Ça va vous donner une première idée de la valeur perçue de votre marque. C'est une étape importante puisque de toute façon, il faut partir du principe que personne ne peut marketer tout le monde. Ce serait financièrement impossible. On ne s'adresse pas à tout le monde. C'est vraiment, on peut s'adresser à un public large, mais on ne va pas s'adresser à tout le monde. En plus, dans le cadre d'une marque, on est vraiment un peu plus spécifique. On va viser un marché plus de niche qu'un marché global. Par rapport à cette cible, interrogez-vous sur la démographie, c'est-à-dire l'âge, le genre, le statut, peut-être même le job. Interrogez-vous aussi sur les comportements de cette cible, les intérêts, les émotions, les habitudes de consommation, les préférences. Et puis vous pouvez vous demander aussi quels sont les objectifs de cette même cible. Ça va vous permettre de déterminer déjà à qui s'adresse votre marque. Septième étape, comment est-ce que vous allez vous démarquer de la concurrence? On va plus loin que l'étape 2 avec les solutions. Cette fois-ci, on trouve de réels critères qui nous permettent de nous démarquer. Ça peut être le design, un nouveau design, les fonctionnalités, créer des fonctionnalités qui n'existaient absolument pas avant ou que vous ne voyez pas sur le marché. Et puis vous pouvez aussi vous distinguer par le prix. Est-ce que ça va être un prix plutôt bon marché, rendre un service ou un produit accessible, ou au contraire, est-ce que vous allez placer votre produit, votre service sur le premium, c'est-à-dire cette fois plus haut de gamme. Huitième étape, vous avez commencé à cerner cette fois les utilisateurs de votre produit. Il est temps de passer au positionnement de votre marque. Quand on achète une marque aujourd'hui, on n'achète pas seulement un produit. On achète un concept, on achète des valeurs, un environnement, un univers. C'est très important de faire en sorte que sa marque soit mémorable. Alors ça peut passer seulement par un mot. Je pense par exemple au domaine de l'automobile avec des marques que vous et moi connaissons bien. Par exemple, si je vous dis Volvo, vous penserez certainement sécurité. Si je vous dis Mercedes, prestige, si je vous dis BMW, ce sera la conduite. Eh bien, vous voyez juste par ces trois exemples que quand une marque est réellement bien positionnée, on sait avec un seul mot comment la définir et pour aboutir à ça, eh bien, c'est tout un travail justement de valeur, d'univers et de montrer cet univers à la fois en images, par le texte et déjà bien commencer à définir cet univers en amont. Neuvième étape, maintenant il est temps de commencer à valider le marché et pour ça, si vous souhaitez absolument pas prendre de risques, le mieux c'est de commencer à construire votre communauté autour de la thématique qui est un peu plus large que votre produit ou votre service lui-même, donc la thématique qui englobe en fait votre produit ou service et vous allez mettre en avant cette thématique, commencer à communiquer sur cette thématique de façon à fédérer une communauté. Par exemple, si vous vous apprêtez à vendre des t-shirts pour les surfeurs, c'est vraiment un exemple, vous allez commencer par parler de cette thématique du surf sur les réseaux sociaux. Alors déjà, vous vous renseignez sur où est-ce qu'on parle de surf, où est-ce qu'il y a le public des surfeurs, sur quel réseau social est-ce que je vais me mettre pour parler de cette thématique. Visiblement sur Instagram, je prends cet exemple-là, mais je vois qu'on en parle pas mal, eh bien pourquoi pas commencer à poster des posts sur le surf sur Instagram pour construire cette communauté. L'important, c'est de prendre une plateforme ou un réseau social sur lequel vous pensez, vous avez la quasi-certitude que se situe votre cible. Alors ça peut être Pinterest, que je connais bien personnellement, avec des secteurs comme la mode, la beauté, la décoration, le DIY ou encore le jardinage. Instagram pour tout ce qui va être très visuel également. TikTok, notamment si vous êtes dans le secteur du divertissement, mais il y a de plus en plus de thématiques qui sont abordées. LinkedIn, si votre cible est plus professionnelle, B2B, créer un podcast ou une chaîne YouTube sur votre thématique peut également être une très bonne idée. Vous devez viser à ce moment-là la régularité dans la publication de vos contenus. C'est hyper important, de toute façon, quel que soit le réseau que vous choisissez.
Le gros point fort de cette démarche-là, c'est que vous allez commencer à voir s'il y a vraiment de l'intérêt dans votre thématique, s'il y a de l'attraction, si les gens réagissent à vos posts, si vous atteignez comme ça de nouveaux followers au fil du temps. Et l'autre intérêt, quand vous voyez qu'il y a justement de l'intérêt de la part de la communauté, c'est que vous allez pouvoir commencer à sonder cette même communauté sur la création de votre marque, sur la création de votre produit ou service. C'est ce qu'on appelle en fait en anglais le market to product fit et non pas l'inverse. En fait, c'est pas le produit qu'on va imposer au marché, mais c'est le marché quelque part qui va définir son produit. Vous voyez l'idée? Et puis si vous voyez qu'il y a de l'intérêt de la part de la communauté, qu'elle est réactive, eh bien commencez à récupérer les mails de ces personnes. Elles seront certainement intéressées par votre prochain lancement. Donc vous allez construire, vous de votre côté, une landing page, une page d'atterrissage, une page web sur laquelle vous allez commencer à parler de votre produit en disant ben voilà, bientôt le lancement de la marque Intel, soyez prévenus en avant-première. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur le lead magnet que vous pourrez retrouver ici et vous aurez justement les étapes sur comment créer cette landing page, ce lead magnet. De cette manière-là, et c'est une étape cruciale, vous aurez déjà des clients dès votre lancement. 10e étape, choisissez un nom pour votre marque. Choisissez un nom qui reflète l'univers de votre marque. Alors quelque chose qui peut être important de regarder à cette étape, c'est les traductions dans les langues étrangères du mot que vous avez déterminé. Parce que parfois on a des surprises quand on traduit. Je prends l'exemple de vente privée qui s'est transformé en VP. Pour les Anglais, c'est pas terrible. Ça peut parfois avoir des sens assez bizarres, donc faites attention à ça. Demandez encore une fois à votre audience cible que vous avez commencé à constituer sur un réseau social de votre choix, ce qu'elle pense de ce nom-là, tout simplement en faisant un sondage par exemple. Gardez en tête que pour qu'une marque soit mémorable, c'est mieux quand le nom de la marque est court, il est facile à se souvenir, il fait sens, il peut être original, susciter la curiosité. À l'inverse, un nom de marque ne doit pas forcément être littéral, essayer de tout raconter toute l'histoire. En fait, à travers le nom de votre marque, vous voulez faire passer une idée de ce qu'est votre produit, l'univers de votre marque. À ce stade, l'exercice est d'essayer de trouver 15 noms différents. Vous faites la liste et à partir de ces 15 noms, vous trouvez des synonymes et puis vous réduisez la liste à 3 à 5 noms. Laissez reposer, comme on dit en cuisine, et à ce moment-là, ça va un petit peu décanter. Vous allez voir par la suite que ça vous paraîtra de plus en plus évident le nom de la marque que vous devez sélectionner. 11e étape, votre tarif, définir votre tarif. Quel prix est-ce que vous allez afficher pour ce produit, ce service? Alors déjà, un conseil, quand vous construisez une marque, optez plutôt pour des chiffres ronds. Les chiffres avec des virgules, des 999, des 9, des 7, etc. Ça fait pas très brandé. En tout cas, c'est ce qui est dit généralement à propos des marques et c'est ce que j'observe aussi. En général, quand on a une marque, on va préférer des chiffres ronds. Ça peut se terminer par un 6, un 7, etc. Mais évitez les virgules. Très important, le prix doit être au moins 2,5 fois plus cher que ce qui vous coûte à réaliser. Alors, je vous conseille d'englober absolument tous les coûts dans ce que ça vous coûte, c'est-à-dire la production, le packaging, la livraison, les frais d'application, les frais de logiciel, le marketing, les frais bancaires. Faites un tableau pour vraiment prévoir tous ces coûts-là, savoir voilà, par exemple Stripe, le pourcentage au niveau de la transaction, si j'utilise le CMS Shopify, tel ou tel plan, ça sera combien au niveau pareil des frais de transaction, si j'utilise cette application-là, combien ça va me coûter, le SAV, si je prends Zendesk ou autre, combien ça va me coûter chaque mois, parce que c'est des choses qui finalement doivent être prises en compte dans votre prix final. 12e étape, le sourcing. En parallèle de la réflexion sur votre produit, bien sûr, vous allez commencer à chercher des fournisseurs. Alors en général, les personnes qui créent une marque sont rebutées, et c'est vrai, on est un peu rebuté sur le fait d'aller chercher des fournisseurs. Ça nous paraît compliqué, on n'a pas forcément d'idées, on n'a pas de contact, etc. Eh bien, le plus simple, c'est déjà d'aller sur Google et de taper les grossistes dans le secteur que vous cherchez. Vous allez voir qu'il existe des annuaires de professionnels, je pense à Europages par exemple sur l'Europe. Vous tapez Suppliers pour le reste du monde et pareil avec le nom de votre domaine, le nom du produit que vous recherchez. N'hésitez pas à prendre votre téléphone et appeler, voire envoyer un mail s'il n'y a que le mail.
Autre solution, c'est de trouver une personne qui va sourcer à votre place. Il y a des professionnels du sourcing sur le marché. Vous pouvez en trouver via LinkedIn, vous pouvez en trouver via des sites de freelance aussi. Ce type de sourcing a un coût, mais ça peut vous faire gagner énormément de temps. Si par exemple vous êtes plutôt spécialisé comme moi dans le marketing et un peu moins dans le produit, eh bien la personne qui va être spécialisée dans ce secteur-là va savoir quelles questions poser aux fabricants et vous éviter bien des erreurs aussi. 13e étape, les quantités. Alors une fois que vous avez sélectionné un ou plusieurs fournisseurs c'est évidemment mieux, ça vous permet justement de comparer. Pour les quantités, vous verrez qu'on va vous demander des minimums de quantité, en anglais les MOQ, les Minimum of Quantity, qui sont parfois par exemple en Asie de 1000 pièces bien souvent, donc ça peut être beaucoup, mais vous avez la possibilité de négocier ces quantités, de vous adresser à des plus petites usines par exemple, plus petites productions qui elles-mêmes ne feront pas forcément dans les grandes échelles. Et puis vous vraiment essayez de commander une quantité qui sera faible au départ, quitte à la faire acheminer jusqu'à chez vous et surtout, très important, vous faire livrer d'abord un échantillon de cette marchandise. Alors l'échantillon va coûter souvent plus cher que le produit à fabriquer lui-même, mais voilà, c'est hyper important déjà d'avoir notion de ce qu'est le produit, de l'avoir dans les mains. Et puis quand vous avez les échantillons avec différentes gammes de tarifs, vous verrez aussi les différents niveaux de qualité et ça peut vous encourager à aller sur un produit qui au final coûtera quand même un peu plus cher à produire, mais qui aura une valeur perçue qui sera bien plus grande aussi. 14e étape, pensez au packaging de votre produit. Le packaging pour une marque, c'est presque aussi important que le produit lui-même. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ça fait partie de l'expérience client. Ce qu'on appelle l'expérience client, c'est la façon dont la personne qui va recevoir votre colis va percevoir, voilà, va déballer, donc l'unboxing, en fait, va faire son unboxing chez elle, va recevoir la marchandise. Déjà, c'est aussi les délais qui comptent. Est-ce que vous prévoyez des délais courts, des délais plus longs? Est-ce que vous compensez quelque part ce délai par un magnifique packaging? N'oubliez pas le nom de votre marque sur le produit, sur le packaging. Au départ, quand on n'a pas de quoi investir des mille et des cents dans une marque, ça peut être tout simplement un stickers avec le nom de votre marque sur le produit, ça peut être une carte de visite, puis dans un deuxième temps, vous pourrez apporter des éléments supplémentaires. Ça peut être un livret, du papier de soie, une boîte entièrement brandée. Il y a vraiment différentes étapes que vous allez, voilà, progressivement élaborer. 15e étape, si vous décidez pour l'achat d'un stock, alors là je me répète un peu, mais vraiment décidez d'acheter le minimum de quantité pour commencer. Vous voulez tester votre idée, vous ne savez pas si les 1000 échantillons, les 1000 pièces que vous allez acheter vont partir. Donc vraiment, et puis pareil pour les variantes, parce que voilà, on peut vouloir plusieurs couleurs, plusieurs tailles, etc. Essayez d'en avoir le moins possible pour commencer. C'est vrai que d'un autre côté, l'usine qui va produire par exemple le produit n'a pas forcément envie de faire tourner ses machines pour rien, donc il faut trouver le juste milieu entre ce que souhaite l'usine et ce que peut faire l'usine par rapport à faire tourner ses machines qui lui coûtent elle un certain montant, et puis vous, les quantités que vous souhaitez. Justement, ça dépend aussi du niveau de complexité que vous demandez, donc au début essayez de simplifier au maximum votre demande, au maximum par rapport aux variantes et aux couleurs. 16e étape, ça va commencer à prendre figure, vous allez faire produire votre stock. Et surtout, inspectez la marchandise. Si vous ne faites pas d'inspection de votre marchandise, vous pouvez vous retrouver avec des produits qui ont des défauts, des rappels de produits, des clients qui seront mécontents. Donc il faut vraiment s'éviter ça dès le départ. Surtout si vous voulez éviter des nouveaux délais de production pour refaire à nouveau toute la production parce que vous n'aviez pas vu qu'il y avait des défauts sur tel et tel produit. Alors vous avez la possibilité, si vous n'êtes pas sur place, d'employer justement un inspecteur qui sera qualifié pour ça, qui va vérifier environ par exemple 20% de votre marchandise pour voir si elle est conforme aux normes que vous avez préalablement fixées. Donc pour ça d'ailleurs, c'est bien d'établir un contrat entre vous et le producteur du produit, un contrat avec des garanties entre vous et le fabricant pour cadrer les choses. 17e étape, les trademarks, les brevets, etc. Est-ce que c'est important de déposer le nom de sa marque? Alors c'est pas forcément urgent au début, ça va être un peu contre-intuitif ce que je vous dis parce que parfois on se dit marque, et bien dépôt de marque.
mais pas forcément, n'allez pas forcément dépenser des centaines et des centaines d'euros à l'INPI. Donc l'INPI, c'est ce qui gère justement les dépôts de marque en France. Sachez qu'il faut que votre marque soit déjà connue pour éventuellement être copiée. En revanche, ce qui va compter, c'est déjà votre nom de domaine, et là, ne tardez pas à prendre votre nom de domaine, que ce soit en .com, en .fr, en .org, etc. Vous pouvez tous les prendre si vous souhaitez, ça sera déjà même plus important, puisque si une personne n'est pas capable d'avoir le même nom de domaine que vous, eh bien à ce moment-là, ça va être déjà plus compliqué d'avoir cette même marque en ligne. 18e étape, créer des visuels, des vidéos avec votre produit. Maintenant, vous avez votre produit, votre service, un service, vous avez élaboré votre service, c'est maintenant le moment de le montrer. C'est grâce aux visuels notamment que vous allez pouvoir monter votre boutique e-commerce, et c'est le moment de la réaliser, que ce soit sur Shopify, WooCommerce, PrestaShop, DoctorTech, etc. Choisissez un CMS e-commerce qui vous convient et formez-vous bien sûr si vous n'avez jamais monté de boutique en ligne. 19e étape maintenant, pensez à la logistique. Comment est-ce que vous allez acheminer votre produit jusqu'à vos clients? Dans un premier temps, alors si vous êtes vraiment dans la première phase de test, vous pouvez commencer par livrer les produits vous-même. Donc vous faites un petit stock chez vous et vous allez généralement à la poste par exemple. Et d'ailleurs, si vous n'avez qu'un compte personnel, vous pouvez très bien commencer avec un compte personnel à la poste avant de passer en compte professionnel. Et puis quand vous commencez à avoir plus de commandes et que vous avez vraiment du mal à gérer au quotidien le marketing, les autres aspects de votre marque, plus la logistique, alors à ce moment-là, vous pouvez confier votre stock à une plateforme logistique. Par exemple, en région parisienne, il y a des plateformes logistiques qui se situent juste à côté des plateformes de La Poste. Donc elles bénéficient des plateformes de La Poste, elles négocient les tarifs avec La Poste de manière à pouvoir avoir des tarifs privilégiés pour leurs clients. Et puis justement, elles pèsent davantage que nous individuellement, puisque ces plateformes logistiques, elles ont tout ce carnet de clients avec chaque jour un niveau de commande qui est important, donc forcément ça pèse dans la décision. 20e étape, communiquer sur votre marque en inbound marketing. Qu'est-ce que ça veut dire l'inbound marketing? Ça veut dire que vous allez créer des contenus autour de votre marque pour que les gens soient intéressés par ce que vous dites, par ce que vous partagez. Vous allez créer de la valeur, et c'est ce que vous avez déjà commencé à faire, vous rappelez à l'étape où on commence à créer sa communauté sur la thématique, et justement de cette façon-là, vous allez aimanter vos prospects, vos futurs clients. Ces prospects, vous allez les convertir beaucoup plus facilement en clients. Alors il y a vraiment différentes façons de le faire, ça peut être des articles de blog, ça peut être comme on disait le podcast, ça peut être aller sur des canaux qui sont assez peu exploités, moins exploités comme Twitch par exemple ou autre, hein. Vraiment c'est à vous de regarder ce qui peut être bon pour la marque, bon pour l'univers aussi de la marque, pensez toujours à ce qu'elle reflète au niveau des valeurs, etc. Et choisissez un axe qui peut être aussi original, c'est toujours bien de viser l'originalité, mais pas trop quand même. Si vraiment vous faites dans le classique ou dans le B2B sur LinkedIn, et bien ce sera sur LinkedIn que vous serez. Et puis, dernière étape ici de ce guide pas à pas, c'est de communiquer sur votre marque, cette fois en outbound marketing. Alors c'est la publicité typiquement, c'est aujourd'hui l'un des seuls moyens pour atteindre une échelle plus importante de personnes, élargir sa communauté et élargir bien sûr sa profitabilité aussi. Prenez en compte surtout les coûts d'acquisition, combien va vous coûter la publicité. Renseignez-vous là-dessus. Par exemple, le marketing sur Pinterest Ads est bien moins coûteux que le marketing sur Facebook Ads, 10 fois moins cher. Et voilà, encore une fois, ça dépend de la spécialité que vous avez choisie, du produit et dans quelle niche elle se situe. J'espère que cette vidéo t'a plu, t'a parlé et surtout qu'elle va être utile pour toi. Eh bien écoute, si c'est le cas, lance-moi un pouce vers le haut. Et puis pour aller plus loin, n'oublie pas que je t'ai préparé un récapitulatif des 21 étapes dont je te parle ici dans un guide spécial que tu vas pouvoir télécharger justement dans le lien que j'ai mis dans la description. 21 étapes, toutes détaillées les unes après les autres, tu auras tout ça noir sur blanc. N'hésite pas à me partager dans les commentaires l'étape à laquelle tu es en ce moment par rapport à ta marque. Est-ce que c'est vraiment la réflexion? Est-ce que tu as déjà commencé le processus ou quoi? Je serais ravie de te lire et de répondre éventuellement à tes questions. À très bientôt pour une prochaine vidéo.